Bonsoir tout le monde et merci d'être présent pour cette deuxième séance. Je rappelle un peu le principe. Ça dure à peu près 1 heure et demie. Pendant 1 heure, j'expose différents points. Je vous ai donné un plan en fait du cours que je vais suivre durant ces séances qui peut-être s'achèveront au printemps prochain. Et ensuite, on laissera un temps à la discussion et aux questions par rapport aux points que j'ai développés. Alors, je voudrais juste rappeler un peu ce que j'avais essayé de dire la semaine dernière. Je les ai rappelé un peu les trois thèses que j'avais voulu développer, qui sont d'ailleurs plutôt des hypothèses que des thèses. Il s'agit de susciter un peu les réactions et les discussions. Que même si beaucoup de discours emploient le terme de paysage, il me semble que le paysage est d'abord une catégorie esthétique, que ce paysage naît en Europe, enfin naît en tout cas, et se développe surtout, et devient au fond une constante dans la littérature, dans la peinture, au XVIe, XVIIe siècle, et qu'il est contemporain d'une révolution scientifique et mentale de l'Europe, et qu'en un sens, le paysage, me semble-t-il, est la réaction compensatrice à ce nouveau rapport théorique de l'homme européen à son environnement, où, au fond, pour compenser, cette approche purement scientifique de ce qui l'entoure, il voit ce qui l'entoure autrement que le regard scientifique, comme un regard esthétique. Et d'une certaine manière, au fond, l'esthétisation du paysage accompagne l'hyper-rationalisation du monde qui se produit au XVIe, XVIIe siècle. Et puis la troisième thèse, plus paradoxale, que je voudrais développer, c'est que tout en étant une réaction à cette rationalisation, au fond, le paysage en est le produit. Et que dans le paysage, il reste une distance, il reste un type de regard qui est quand même symptomatique d'une séparation entre l'homme et son environnement, donc symptomatique, au fond, de cette scission instaurée par les sciences au XVIe, XVIIe siècle. Alors, pour autant, on n'a pas vraiment encore défini le paysage et c'est difficile de discuter, surtout dans un cours de philosophie, si on ne commence pas par la définition, puisque très souvent, et même historiquement, si on regarde les premiers textes philosophiques, par exemple les dialogues de Platon, ça commence toujours par la question de qu'est-ce que, tiestin, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, et donc très souvent les dialogues d'ailleurs sont des suites de questionnements et de définitions, et à la fin on arrive à peu près à une définition acceptable ou non, parce que certains dialogues de Platon ne s'achèvent pas, enfin les gens n'arrivent pas à s'entendre sur une définition commune, mais c'est vrai qu'il faut quand même essayer de définir ce terme de paysage, parce que très souvent, comme je l'ai indiqué d'ailleurs dans la discussion un peu qui commençait un peu avant le cours, très souvent, au fond, quand on emploie des termes, et des termes auxquels on donne une valeur générale, parce que, bon, on croit que notre langage décrit des choses singulières, mais en fait, nous ne parlons que des généralités. Et si notre langage n'était que le reflet de l'expérience singulière que nous vivrions, il serait extrêmement pauvre. Donc, de fait, nous employons tout le temps des termes auxquels on donne une valeur de généralisation, mais très souvent, on n'explicite pas, parce qu'on est pris dans la conversation, ou pour nous, c'est clair, c'est évident, mais on n'explicite pas, au fond, les présupposés qui sont les nôtres quand on généralise. Et ce qui entraîne déjà un risque, je dirais, moral, qui est le préjugé. Bien évidemment, on utilise des termes sans voir les présupposés qui sont les nôtres, qu'on ne veut pas interroger. Et puis ce qui entraîne aussi des malentendus, parce qu'il se peut que l'autre n'emploie pas le terme comme nous. Par exemple, le terme de paysage, bon, il se peut que, parce que cette personne a plutôt une sensibilité qui viendrait de la géographie, ou elle travaille plutôt dans une municipalité qui s'occupe de ces questions-là, etc., entend par paysage quelque chose que l'autre ne nomme pas paysage. Alors, souvent, il y a plusieurs manières de remédier à ce problème. Un, c'est l'étymologie. C'est-à-dire que d'où vient le mot, hein. Bon, c'est déjà une manière au moins de clarifier le terme, de savoir à peu près d'où il vient. Deux, les usages historiques, comment il a été utilisé, hein. Parce que bien évidemment, certains termes n'ont plus du tout le même sens qu'ils pouvaient avoir, par exemple, au XVIIe. Par exemple, bon, il y a une pensée célèbre de Pascal, hein, le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Tout le monde comprend par cœur les sentiments, mais c'est pas du tout ce que dit Pascal. Le cœur au XVIIe siècle, c'est l'intuition,
Hein, et c'est pas Pascal, c'était pas vraiment un sentimental. Vous voyez, donc le cœur a ses raisons. Ça veut pas dire que d'un côté il y a la raison, de l'autre il y a les passions, l'amour, la crainte, etc. Non, ça veut dire que d'un côté il y a la logique, le raisonnement logique, et de l'autre côté déductif, et puis de l'autre il y a l'intuition. Hein, le cœur pour Pascal c'est le registre de l'intuition. Vous voyez qu'un terme comme le cœur, au fond, quand on lit le cœur a ses raisons, etc., que tout le monde utilise, on croit que Pascal nous dit au fond que bon l'affectivité, les sentiments impliquent un autre rapport que la pure rationalité. Sauf que quand il emploie le terme de cœur, il n'emploie pas comme nous on l'emploierait au sens de quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est-à-dire qui est dépourvu d'affectivité, etc. Donc souvent, bon, deuxième, donc la première c'est l'étymologie, deuxième c'est l'histoire, avoir l'histoire des termes pour au moins. Et puis, je dirais, la troisième c'est quand même essayer bon, quand on emploie un terme, ce terme on essaie toujours quand même de l'employer de manière exacte, précise, et donc de définir quand même un horizon qui est celui dans lequel on peut employer ce terme, et en dehors de ce terme-là, en dehors de cet horizon-là, ce terme n'a pas vraiment de sens. Alors, c'est pour ça que, en fait, la séance va être un peu coupée en deux parties. Dans une première partie, je voudrais quand même proposer quelques définitions du paysage, et dans une deuxième partie, je commençais en fait la première partie avec Pétrarque et l'ascension du Mont Ventoux, qui est le premier texte dans l'histoire occidentale où on a, au fond, une description d'un paysage, en l'occurrence, le Mont Ventoux. Alors, pour venir à une définition, je vais partir de propositions d'Augustin Berck dans un livre qui s'appelle 5 propositions pour une théorie du paysage. Augustin Berck est un géographe et d'abord spécialiste de la Chine et du Japon, et qui ensuite a beaucoup écrit sur la géographie, sur la ville d'ailleurs aussi, et sur le paysage. Alors lui, il ne part pas de l'esthétique, il part de la géographie, et il essaie de comprendre ce qu'en géographie on appelle un paysage. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, il avait fait sa thèse sur le paysage de l'île d'Hokkaido au Japon, qui est un paysage sans rizière, et il s'était intéressé au déni qu'il avait vu dans la culture japonaise de cette île d'Hokkaido, précisément parce que c'était une île où les rizières étaient assez peu présentes. Or, pour les Japonais, un beau paysage, c'était d'abord un paysage de rizières, d'où on peut dire la disqualification à la fois esthétique, mais aussi politique de cette île. Et donc son travail de thèse, c'était sur ce paysage de l'île d'Hokkaido, l'île du Nord, et la symbolique de l'absence ou de la présence de rizières dans la culture japonaise. Donc, vous voyez, il vient plutôt de la géographie. Alors, je vais partir de ce qu'il dit dans différents textes, notamment dans l'article qu'il donne. Et je vais partir d'abord d'un terme qu'il utilise. Il dit le paysage, c'est d'abord une métaphore. C'est une métaphore. Alors, vous allez me dire, c'est assez peu éclairant, parce que si on définit un terme par un terme qui est aussi obscur à définir, parce que définir une métaphore, bon, on voit bien du point de vue poétique, hein, dire quelque chose dans un registre, par exemple, concret, à partir d'allusions à un autre registre qui est moins concret. Alors, s'il va falloir définir le terme de métaphore, on n'en finit pas. Alors, pourquoi il emploie ce terme des métaphores? En fait, il n'emploie pas forcément au sens d'une métaphore poétique. Quand on compare, je ne sais pas, la femme à une rose, hein, c'est fameuse, hein, le premier qui a comparé à une rose c'était un poète, le second un imbécile. Donc bien évidemment quand on compare une femme à une rose, etc., bon, c'est une métaphore. Alors de quoi? Bon, là, je vous laisse l'interprétation personnelle. Mais pourquoi il emploie ce terme de métaphore? Il n'emploie pas en sens poétique, il emploie en sens quasiment littéral. En fait, une métaphore, ça veut dire un déplacement. C'est passer d'un domaine à un autre. C'est un transfert, en fait. Et quand on utilise une métaphore, en fait, c'est bien évidemment, on part d'un registre, par exemple la description d'une femme, etc., et on la compare à une fleur qui est dans un autre registre, hein, qui est du domaine, bien évidemment, de la flore. Donc c'est un transfert. Et pour Berck, au fond, un paysage, pourquoi c'est un transfert? Parce que pour qu'il y ait un paysage, il faut qu'il y ait deux éléments pour lui. Des éléments physiques. Il n'y a pas de paysage s'il n'y a pas d'abord un environnement physique, donc un espace physique. Mais l'espace physique ne suffit pas. S'il n'y avait que l'espace physique qui nous entourait, on ne parlerait pas de paysage. Pour parler de paysage, il faut que cet espace physique soit repris avec des termes qui vont être beaux, émouvants, on pourrait dire sublime, pittoresque, laid, etc. Donc en fait, ce qu'il entend par métaphore, c'est le transfert
du physique au symbolique, si l'on veut. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un paysage, il faut d'abord qu'il y ait des éléments physiques, et puis que ces éléments physiques soient interprétés à partir de prédicats, enfin d'adjectifs, si l'on veut, qui ne relèvent pas du domaine physique, qui relèvent de domaines, on pourrait dire, qui vont faire appel à des valeurs, et des valeurs esthétiques, des valeurs religieuses. Après tout, il peut y avoir des paysages religieux, au sens où des religions vont sacraliser certains lieux. Je parlais du Japon, par exemple. Bon, typiquement, les temples ne sont pas installés n'importe où. Il y a des divinités qui vivent dans certains lieux, donc on va installer ce temple dans ces lieux, etc. Mais là aussi, au fond, il y a un passage du physique, la montagne, le promontoire rocheux, la plaine, etc., à quelque chose qui est de l'ordre du symbolique, qui ne renvoie pas à l'univers physique, qui peut renvoyer à des valeurs. À des valeurs. Et donc, il y a des paysages, on peut dire, il y a des paysages esthétiques, il y a des paysages religieux, il y a des paysages politiques. Itinérance mémorielle, il y a 15 jours, de notre président qui va visiter des paysages de la Première Guerre mondiale. Et bien évidemment, il y a un enjeu de mémoire, mais aussi un enjeu politique, par rapport aux relations d'ailleurs avec l'Allemagne, etc. Donc en fait, il y a paysage lorsqu'au fond, il y a métaphorisation. C'est-à-dire que lorsque un ensemble d'éléments physiques, plus ou moins, alors après, plus ou moins large, parce que c'est toujours un espace, est interprété à travers des catégories qui font appel à des valeurs, valeurs esthétiques, beau, laid, sublime, valeurs politiques, renvoyant la mémoire d'un peuple, etc. Il y a des paysages qui sont comme des sites, qui sont chargés d'une signification politique pour un pays. Alors bien évidemment des lieux de bataille, mais ça pourrait être d'autres lieux. Et puis il y a des paysages religieux, etc. Peu importe. Donc il y aura, au fond, le paysage n'est jamais donné. C'est-à-dire que le paysage est toujours l'objet d'une construction symbolique des individus. C'est-à-dire, dans la nature, il n'y a pas de paysage. On peut faire de la nature un paysage, mais parce que précisément, nous prenons en charge la symbolisation de la nature à travers notre regard. Mais la nature en soi n'est pas paysagère. C'est le rapport que nous avons à cet environnement. On pourrait parler d'environnement ici au sens physique. C'est le rapport que nous avons avec l'environnement qui va transformer ce bout de terre en quelque chose chargé de valeurs, on va dire symboliques au sens très large, pour englober en fait toutes les valeurs esthétiques, politiques, religieuses ou autres. Et comme je l'avais indiqué la semaine dernière, bien évidemment, le paysage, c'est la transformation du pays en quelque chose d'autre, à savoir un paysage, c'est-à-dire du pays au sens de l'environnement physique, c'est-à-dire d'un morceau de terre qui va être chargé de certaines valeurs qui vont résonner avec les personnes qui voient ce paysage, qui le reproduisent ensuite dans des textes, dans des photos, dans des tableaux, etc., ou qui, bien évidemment, y vivent. Alors, pour Berck, le paysage, au fond, mais c'est du symbolique, mais pour autant, c'est pas des idées. C'est-à-dire, c'est pas du symbolique qui serait dans notre tête. En fait, c'est du symbolique qui est quand même dans le monde. Et donc, au fond, le paysage, c'est ni du physique, extérieur, objectif, dans la nature, c'est ni simplement du symbolique au sens, ce serait des valeurs en nous, c'est du symbolique qui a été transféré dans de l'objectif. Donc en fait, c'est comme si les idées avaient pris forme dans la nature, et c'est ça le transfert, c'est ça la métaphore. C'est-à-dire que le paysage n'est pas plus dans notre tête qu'il est en dehors de nous. En fait, le paysage, il est entre les deux. C'est un entre-deux, dit Berck. Enfin, pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait une sorte de passage du physique au symbolique, on pourrait dire au cérébral si l'on veut, enfin ce qui est de notre tête, toutes les valeurs, et passage dans un sens comme dans l'autre. Donc au fond, une métaphore, c'est ce qu'il appelle, c'est un trajet. C'est un trajet. En fait, le paysage, il y a toujours des trajets qui vont d'un environnement physique à des esprits qui le perçoivent, qui l'interprètent, et des trajets de ces personnes psychiques, de notre esprit avec ses valeurs, ses idées, ses symboles, ses sentiments, vers un environnement physique. Et donc, pour Berck, le paysage, en fait, c'est un double transfert. C'est-à-dire, ça passe du physique au symbolique et du symbolique au physique. Mais c'est entre les deux. Il parle d'entre-deux. C'est entre deux. En fait, le paysage, on ne peut jamais dire qu'il est totalement objectif, ni qu'il est totalement, en fait, psychique. C'est à la fois du psychique et du physique. Ce n'est ni du psychique ni du physique, mais c'est un entrelac, un entrecroisement entre le psychique et du physique. C'est un moyen terme ou un entre-deux
entre le physique et le spirituel, entre la matière et l'esprit. Voilà. Au fond, pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait une sorte de spiritualisation de la matière. Soit directement, parce qu'on la transforme, et depuis, au fond, que les premiers Homo sapiens ont commencé à transformer leur territoire, il y a du paysage, puisqu'ils ont transféré certaines valeurs, d'abord des valeurs utiles, pratiques sans doute, puis des valeurs religieuses, puis des valeurs peut-être nationales, enfin, en tout cas de cette communauté, puis des valeurs esthétiques, puis des valeurs politiques ou autres dans ces paysages. Et donc il y a ce transfert-là, mais les paysages, enfin les environnements physiques ont suscité aussi en eux certaines interprétations. Donc ça ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire, le paysage, c'est pas simplement moi qui projette dans ce qui m'entoure certaines idées, idées esthétiques, etc. C'est ce qui m'entoure qui suscite aussi en moi l'appel. Donc en fait, il faut comprendre le rapport de l'homme au paysage comme une sorte d'appel et de réponse. C'est-à-dire, ce qui nous entoure nous appelle, et au fond, nous répondons à ce qui nous entoure en transférant sur ce qui nous entoure des valeurs, qu'elles soient encore une fois politiques, esthétiques, sacrées, etc. Donc c'est à la fois un entre-deux, mais ce n'est pas un entre-deux statique, c'est voilà, une sorte de mouvement. Il appelle ça trajectivité, c'est-à-dire de trajet. C'est-à-dire ça sont des trajets qui vont du physique au spirituel et du spirituel au physique. Et donc, en un sens, on ne peut pas dire qu'il n'y ait de paysage purement physique, ça n'existe pas. De même, on ne peut pas dire qu'il y ait de paysage purement intérieur. Alors, certes, Amiel, qui était un écrivain suisse qui avait écrit un journal, avait parlé de paysages intérieurs. Les états d'âme sont des paysages intérieurs, mais là, c'est une métaphore. Mais au fond, si on médite seulement en soi, on ne peut pas parler de paysage intérieur, ou alors simplement métaphoriquement. On verra qu'on peut méditer devant un paysage. Et d'ailleurs, très symptomatiquement, le premier texte de Pétrarque est une méditation devant le paysage. Donc on peut méditer devant un paysage, mais un paysage ne peut pas rester purement intérieur. De même qu'un paysage n'est pas purement extérieur au sens purement physique. C'est une combinaison, une schématisation, une construction trajective du subjectif à l'objectif, du spirituel au matériel. Et au fond, je le cite, c'est dans l'article, il dit c'est ni subjectif ni objectif, c'est trajectif. Voilà. Ça transite du subjectif à l'objectif dans un sens comme dans l'autre. Et donc il y a un jeu, JEU, un jeu de passage du physique au psychique avec différentes motivations. Parce que bien évidemment, à différentes époques, ce qui nous entoure va susciter différentes valeurs ou différentes représentations, alors qu'à d'autres époques, ce qui entoure est tout à fait indifférent. On va le voir, Pétrarque qui rencontre un berger, le berger, lui, est tout à fait indifférent au paysage qui l'entoure, si ce n'est qu'il n'y voit que des contraintes pratiques. Donc bien évidemment, certains environnements physiques laissent les hommes froids. Et à un moment donné, pour des raisons culturelles, comme on sait qu'à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, la montagne est devenue un lieu, au fond, de méditation à la fois spirituelle, mais aussi de plaisir esthétique, alors que jusqu'à présent, c'était un lieu qui était considéré comme hideux et inapproprié à la culture humaine. Donc cette trajectivité, bien sûr, elle a des conditions sociales, historiques, culturelles, et ce double mouvement qui va du physique au psychique, il dépend aussi, bien évidemment, de la culture, de l'histoire et des sociétés. L'idée que développe Berck, c'est que selon lui, cette conception, une sorte de dialogue comme ça entre le physique et le psychique, est remis en cause par la modernisation. Il considère, souvent il est très critique vis-à-vis de la modernisation technique, urbanistique, économique, etc., mais il considère que l'un des problèmes que pose le paysage de nos jours, comme je l'avais un peu indiqué la semaine dernière, c'est qu'il est essentiellement aux mains de technocrates qui nient dans leur pratique ce trajet et qui au contraire ne transfèrent dans l'environnement simplement certaines catégories, certains schémas de conception purement rationalistes, techniques en vue d'une rentabilité utilitaire du paysage et qui en fait ont scindé, ont cassé cette relation trajective entre l'homme et le paysage. Et Berck, comme anthropologue et géographe, considère que d'autres sociétés et d'autres époques parviennent à maintenir une relation vivante, cette trajectivité vivante, alors que selon lui, l'Occident en particulier
traverse une crise du paysage parce que précisément les relations de dialogue et d'échange entre l'environnement et les valeurs ont été d'une certaine manière rompues parce que la puissance qui configure essentiellement les paysages, c'est au fond la puissance économique, rationnelle et technique, de sorte que les hommes, au fond, n'ont plus la capacité de construire des paysages en fonction de leurs valeurs religieuses, esthétiques, symboliques ou autres. Les seules valeurs qui construisent le paysage étant, au fond, la rentabilité, si l'on veut. Alors, pour autant, il va donner 4 critères pour définir ce qu'est un paysage. Bon, il y a cette trajectivité, etc., mais il va quand même essayer de distinguer le terme de paysage d'autres termes avec lesquels il joue. J'ai souvent parlé d'environnement, ce qui nous entoure, milieu, etc. Le paysage, en tant qu'il est toujours lié à ses valeurs symboliques, il est aussi toujours lié à la mémoire et à l'histoire. De même qu'il n'y a pas de paysage naturel, il n'y a pas de paysage sans histoire, il n'y a pas de paysage sans mémoire. Alors bien évidemment, on peut imaginer des paysages du futur. Et la science-fiction ou autre ne cesse d'imaginer des transformations, d'ailleurs utopiques ou dystopiques, catastrophistes de ces paysages du futur. Mais le paysage est lié à l'histoire. C'est-à-dire que le paysage, c'est l'ensemble des transformations réelles ou symboliques que les hommes ont opérées dans l'environnement qui les entoure. Alors, il me semble que chez Berck, au fond, les deux concepts qui jouent et qui s'opposent, c'est les concepts de milieu et de paysage. Au fond, le paysage, c'est pas le milieu. Alors, quand on parle de milieu, que ce soit d'ailleurs de milieu naturel, de milieu social ou autre, on entend tout autre chose dans le rapport de l'homme en son environnement que lorsqu'on parle de paysage. Au fond, le terme de milieu, quand on parle de milieu, on se place d'un point de vue extérieur, et on analyse les rapports de l'individu à son environnement comme des rapports essentiellement de causalité. C'est-à-dire qu'au fond, quand on va parler de milieu, par exemple de milieu naturel, on va s'intéresser à, je ne sais pas, telle espèce animale et à la manière dont elle organise son territoire, à la manière dont elle organise sa nourriture, la reproduction des petits, etc. Et comment elle va interagir avec son milieu. Et d'ailleurs, ce terme de milieu, au départ, il vient de la zoologie, Lamarck et d'autres. Après, il passe à la sociologie avec Auguste Comte, mais au départ, il est dans la zoologie. C'est-à-dire, on parle de milieu parce que, au fond, c'est ce qui entoure l'animal et c'est les relations qu'il organise avec son environnement, relations territoriales, relations de prédation, relations de subsistance. Enfin, il essaie de se conserver dans ce milieu. Alors d'ailleurs, il peut parfois le transformer un petit peu. Il peut d'ailleurs le filtrer, parce que bien évidemment, son milieu, il coexiste avec d'autres animaux dans le même environnement et chacun n'a pas tout à fait le même milieu. Mais globalement, le terme de milieu ne renvoie pas au paysage. C'est-à-dire que quand on emploie le terme de milieu, même en zoologie comme en sociologie, pour Berck, en fait, on entend des rapports de causalité purement entre les individus et leur milieu. C'est-à-dire de causalité au sens où le milieu influence le comportement des individus, puisque ce sont des contraintes, donc les individus sont obligés de s'adapter à leur milieu, de même pour un milieu social, ou inversement, les individus aussi agissent dans leur milieu et transforment de manière causale, c'est-à-dire agissent directement, ils ont des effets, ils produisent des effets sur leur milieu. Pour Berck, le terme de milieu ne rend pas compte de la spécificité du paysage. Pourquoi ? Parce qu'avec le paysage, il n'y a pas de relation causale directe. C'est-à-dire qu'en fait, le terme de paysage, il implique de penser le rapport qu'on a à l'environnement qui n'est pas un rapport de causalité. C'est-à-dire, le rapport de causalité, ça veut dire simplement que le milieu m'influence, me détermine, et donc d'une certaine manière, on le voit d'ailleurs même dans l'adaptation des animaux à leur milieu, enfin même, je dirais, dans leur apparence physique, dans leurs propriétés, etc., le milieu va impliquer que l'animal va faire ceci ou ne pas faire cela. Donc au fond, l'idée de causalité et de causalité déterminante dans le milieu restreint d'une certaine manière la liberté des individus, animaux comme humains, parce que leur sphère d'action est quand même limitée par la causalité du milieu. Et ce qui fait que lorsque le milieu est modifié, souvent ils n'arrivent pas à s'adapter ou ils sont obligés de migrer, etc., pour se réadapter à un autre milieu plus propice, etc.
pour Berck, quand on parle de paysage, il n'y a pas une telle relation causale. C'est-à-dire que les liens entre ces valeurs symboliques qui nous entourent, que l'on a projetées dans ce qui nous entoure, et nous-mêmes, ce n'est pas un rapport de causalité. C'est-à-dire que lorsque je contemple un paysage, le paysage agit d'une certaine manière sur moi, mais il n'agit pas comme le milieu. Donc ce que Berck essaie de penser, c'est au fond une certaine action, parce que bien évidemment les paysages nous font agir, nous font d'abord réagir, de manière esthétique ou autre, et bien évidemment parfois ils peuvent nous faire agir, parce que on veut les préserver, on veut les transformer, etc. Mais ce n'est pas une action causale. Donc il y a un autre régime d'action. Alors, il ne dit pas quel autre régime d'action. Moi, je proposerais de parler de résonance. En fait, quand on est dans un rapport avec son environnement, d'un point de vue d'un point de vue paysager, on est en résonance, on résonne. Mais on n'est pas dans un rapport causal de détermination. Hein. Soit moi, je transforme cet environnement comme je sais pas, comme un ingénieur ou etc. Soit l'environnement me transforme. Donc s'il n'y a pas de causalité, la causalité au fond c'est une relation univoque, c'est une relation qui produit des effets à partir d'une cause, et habituellement il y a à peu près autant dans l'effet qu'il y a dans la cause. Avec le terme de résonance, on n'est pas dans le terme de causalité. Avec le terme de résonance, ça veut dire qu'il y a bien une influence. Nous influençons les paysages comme ils nous influencent, mais on n'est plus dans une relation de causalité déterminante. On est dans une relation beaucoup plus lâche, beaucoup plus floue, beaucoup plus vague, mais qui n'est pas moins intéressante, qui n'est pas moins forte d'ailleurs. Et Berck essaie alors lui, il parle de médiance. Il parle de médiance pour dire, au fond, c'est pas le milieu, mais c'est un rapport différent au milieu, qui n'est pas un rapport de causalité, qui n'est pas un rapport d'utilité au milieu, il parle de médiance. Moi, je préfère le terme de résonance, qui me semble beaucoup plus large et un peu moins technique que ce terme de médiance. D'ailleurs, lui-même se dit, mais parfois, bon, il a presque honte de ce néologisme qu'il invente, etc. Mais il ne trouve pas d'autres termes, etc. Je pense qu'il vaut mieux parler de résonance au sens où, au fond, ça résonne, ça veut dire que ça fait vibrer quelque chose en nous, qui n'est pas simplement d'ailleurs d'ordre esthétique, hein, je l'ai dit, ça peut être aussi une résonance mémorielle. Hein. Quand on revient sur un paysage d'enfance, etc., quelque chose qui vibre en nous et qui n'est pas simplement, c'est pas le paysage qui cause directement cette nostalgie, cette mélancolie, etc. Donc c'est plutôt une forme de résonance. Et inversement, nous avons la capacité de faire résonner les environnements en nous. Hein. D'ailleurs, on le voit dans l'art contemporain, qui est essentiellement un art qui va se déplaçant, par exemple, des représentations purement fixes aux installations, aux œuvres in situ, etc., vont essayer de faire résonner le lieu avec les spectateurs eux-mêmes, qui d'ailleurs ne sont plus simplement des spectateurs, qui ne sont plus là simplement dans la contemplation de quelque chose, mais qui doivent rentrer dans un rapport de participation affective avec ce paysage. Donc il me semble que le terme de résonance est peut-être plus pas clair, mais en tout cas peut-être plus riche que simplement le terme de médiance. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans une relation causale. Or, bien évidemment, comme le disait Berck, la plupart des gens qui s'occupent du paysage ont une relation purement causale avec le paysage. C'est-à-dire que pour eux, il suffit de faire ceci pour produire des effets. Et ils mettent de côté tous les autres types de rapports, notamment les résonances mémorielles, historiques, familiales, etc., que l'on peut voir, par exemple, dans des débats très concrets sur l'aménagement d'un territoire et la transformation d'un paysage, ou par exemple, en Amazonie, où on transforme les forêts, on les abat simplement pour un profit, etc., et on tient pour nul, au fond, la résonance des autochtones avec les liens sacrés qu'ils pourraient avoir avec leur lieu, etc., considérant tout ça, soit c'est de la superstition ou autre, mais enfin, considérant surtout que, bien évidemment, le rapport que l'on impose est un rapport purement causal. Et ça ne vaut pas que pour, bien évidemment, ceux qui déforestent l'Amazonie, etc. Ça vaut aussi pour nous. Hein. Ça, bien évidemment, parfois, nous avons un rapport de causalité avec notre environnement. Quand nous allons faire une course, etc., on ne va pas s'arrêter devant l'Intermarché, etc., pour jouir du spectacle, etc. Pour nous, on voit simplement dans cet environnement des qualités pratiques utiles de rapidité, etc., pour se garer, pour aller faire ses courses, etc. Donc ce rapport-là, bien évidemment, on peut nous-mêmes passer d'un rapport purement causal à l'environnement à un rapport de résonance au paysage. Mais dès qu'il y a paysage, au fond, il y a résonance. C'est-à-dire, dès qu'il y a paysage, on sort de cette simple relation, on pourrait dire, causale au milieu ou à l'environnement, pour introduire quelque chose qui renvoie à différents types d'expériences en nous,
qui ne sont pas simplement l'expérience purement rationnelle, hein, qui viserait un intérêt pratique, une utilité, mais qui va faire appel à différents types de résonances. Et d'ailleurs, après, on peut contester ou non ces résonances, hein, bien évidemment. Il peut y avoir des débats entre les résonances. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des conflits mémoriels autour de sites. C'est bien évidemment, parce que certains voient le site comme représentant telle souffrance. D'ailleurs, on le voit même, on l'a vu avec Verdun, etc. Certains considèrent que c'est le site de la gloire de la mer française, d'autres que c'est plutôt l'ignominie de cette boucherie inqualifiable, etc. Donc ça peut résonner de différentes manières. Un lieu, un paysage peut faire résonner en nous des échelles de valeurs qui peuvent être opposées. Hein. Donc c'est pas qu'un conflit entre une approche causaliste, rationaliste et une approche de résonance. Au sein même des résonances, il peut y avoir des résonances en concurrence. Il peut y avoir des résonances où, bien évidemment, une communauté, un groupe ou des individus vont voir dans ce site, dans ce paysage, quelque chose qui va résonner avec une mémoire et d'autres avec une autre mémoire. Certains avec des valeurs laïques, d'autres avec des valeurs religieuses, d'autres avec des valeurs politiques d'un camp, d'autres avec des valeurs politiques d'un autre camp, etc. Donc il y a aussi des conflits de résonance, bien évidemment. Et d'ailleurs, parfois, ils sont tout aussi, je dirais, durs que les conflits simplement avec l'approche purement technicienne. Alors Berck est utile aussi parce qu'il donne des critères, hein, quand j'ai un peu dépouillé ces thèses, donc sur le trajet, sur la mise entre parenthèses d'un rapport purement causal au milieu, l'environnement, et l'émergence de ce que lui appelle médian, ce que j'appelle résonance. Il donne aussi 4 critères qui me semblent fondamentaux pour parler de paysage. Et pour lui, s'il n'y a pas ces 4 critères-là, il n'y a pas vraiment paysage. Alors, pour qu'il y ait paysage, alors ça renvoie un peu aux citations que je vous ai données un peu pêle-mêle, mais qui ne reprennent pas tous ces 4 critères. D'abord, pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait des mots qui disent le paysage. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut parler de paysage que lorsque, dans les langues, notamment européennes, mais aussi parce que, comme je l'avais dit, en Chine, c'est antérieur. En Europe, ça paraît 14e, 15e siècle, alors qu'en Chine, visiblement, c'est dès le 6e, 7e siècle. On a déjà des traités du paysage, où d'ailleurs le terme paysage veut dire, en fait, montagne haut. Hein, on le verra, parce que j'ai prévu une séance sur Julien, qui s'est beaucoup intéressé au paysage oriental. Hein, donc je ne me rappelle plus le terme en chinois, mais ça veut dire montagne et eau, hein, comme cette articulation. D'ailleurs, et Julien d'ailleurs en tire une autre conception du paysage. Donc il faut qu'il y ait des mots pour dire le paysage. S'il n'y a pas de terme pour dire le paysage, on peut dire qu'une culture n'a pas de rapport au paysage si elle n'a pas de mots pour dire le paysage. Et symptomatiquement, les mots apparaissent dans les langues européennes quasiment au même moment. 15e, 16e siècle, le terme de paysage. D'abord, visiblement plutôt aux Pays-Bas, hein, Landschaft en Allemagne, etc. Landscape, Landschaft, etc. En Angleterre, landscape, puis en France, paysage, en Italie, etc. On a des termes qui apparaissent, hein, et on le voit parce qu'on voit des occurrences apparaître dans les textes ou dans les dictionnaires. Donc avant le XVe siècle, on n'a pas de mots pour dire le paysage. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paysage. Hein. Il y a des paysages, d'ailleurs il y a bien des environnements qui ont été transformés par les valeurs symboliques, religieuses, politiques des hommes, et même on peut très bien imaginer qu'ils résonnent avec ces lieux-là. Hein. Et on le voit, je l'avais indiqué, bien évidemment, on voit qu'il y a une sensibilité paysagère lorsqu'on voit où les Grecs ont installé leurs temples, dans les lieux, ou même les cisterciens, ils ne vont pas mettre les monastères n'importe où, et une très grande attention chez les cisterciens au lieu où le monastère va être implanté, etc. Par contre, bon, s'il n'y a pas de mots, c'est difficile de dire qu'il y avait déjà une pensée du paysage, ou même une sensibilité au paysage. Il ne faut pas simplement qu'il y ait des mots pour Berck, il faut aussi qu'il y ait une littérature. Il n'y a pas simplement que le mot apparaisse, mais que ce mot soit utilisé dans des registres autres qu'utiles. Une littérature, ça veut dire qu'il y ait des descriptions, voire des valorisations esthétiques de ces paysages. Ce qu'on va voir tout de suite avec Pétrarque. Le troisième critère, ce sont les représentations picturales. C'est-à-dire qu'une culture a des paysages lorsqu'il y a des représentations, des dessins, des tableaux, des gravures ou autres, mais il y a une représentation picturale. Et puis le quatrième critère, dit-il, il y a véritablement une culture du paysage
lorsque il y a des jardins, et il y a un art des jardins. Sans l'art des jardins, au fond, la culture paysagère ne serait pas vraiment une culture paysagère. Donc il faut qu'il y ait des mots, une littérature, des représentations picturales, mais aussi, au fond, un art des jardins. Et bien évidemment, bon, j'en parlerai, on pourrait dire plutôt au printemps, hein, ça tombera bien. Cet art des jardins, là aussi, quand on s'y intéresse en fonction des différentes cultures, on voit d'emblée les relations différentes qu'il y a au paysage. Moi, je parlerai de 4 jardins différents, le jardin français, bien sûr, le jardin à l'anglaise, le jardin japonais et le jardin italien, qui est beaucoup moins connu, mais beaucoup plus intéressant, hein, parce que très souvent on oppose jardin à la française, jardin à l'anglaise, mais le jardin italien est un jardin rococo, plein de symbolique, de fantaisie, etc., qui est un peu différent des autres. Mais voilà, il faut qu'il y ait aussi une transformation des lieux, de lieux d'agrément, pour produire, au fond, des sensations esthétiques qui ne soient pas simplement réduites à des représentations picturales ou littéraires. Donc tout ceci pour dire que le paysage relève d'une interprétation et d'une valorisation esthétique, d'une appréciation esthétique, où les individus, au fond, transforment. Alors soit, comme je l'avais dit lors de la dernière séance, soit réellement, soit simplement dans le regard, transforment leur environnement en paysage. Alors je vais juste, avant d'en venir à Pétrarque, juste compléter en fait les 4 critères de Bergk par ceux de Jean-Marc Besse, dont j'ai parlé, qui est un philosophe géographe, hein, et dans Le goût du monde, qui s'appelle Exercice de paysage, reprend un peu ces 4 critères, mais lui parle de 4 approches. Au fond, on peut approcher le paysage de différentes manières. Alors ces 4 autres critères, non pas d'une définition du paysage, hein, que l'on a vu avec... C'est-à-dire que pour Bergk, s'il n'y a pas ces 4 critères-là, au fond, on peut dire que cette culture-là ne connaît pas véritablement le paysage. Et enfin, il est assez rigoureux, parce qu'il dit que s'il n'y a que 3 critères sur 4, on ne peut pas encore parler tout à fait de culture paysagère. Besse, lui, dit au fond, mais il ne s'agit pas simplement de définir ce qu'est le paysage, il s'agit aussi de se demander comment on l'appréhende, à partir de quel arrière-plan, enfin, et quelles sont notre approche du paysage. Hein. Parce que, bien évidemment, à partir du moment où on l'a défini, nous avons différentes manières d'aborder le paysage. Même soi, bien évidemment, son propre paysage, par exemple, un jardin que l'on transforme, on peut à la fois l'aborder d'un point de vue simplement pratique, le nettoyer, etc. On peut l'aborder d'un point de vue esthétique, l'embellir. On peut l'aborder d'un point de vue, je ne sais pas, mémoriel aussi, si ça renvoie à des souvenirs de famille, etc. Alors pour Jean-Marc Besse, il y a au fond 4 approches différentes. Bien sûr, l'approche culturelle ou culturaliste. On peut aborder les paysages à partir des éléments que j'ai donnés déjà chez Bergk, on dit au fond, voir quelles sont toutes les représentations littéraires, picturales, religieuses, et dire voilà à peu près cette culture conçoit son paysage comme cela. Puisque le paysage est une création culturelle, bien évidemment, la première approche du paysage est une approche, on peut dire, culturaliste, c'est-à-dire qui essaie d'identifier une sorte d'identité de ces représentations culturelles. De dire à peu près, voilà, c'est cette représentation qui domine dans telle ère géographique ou historique, parce que quand on regarde les tableaux, les gravures, quand on lit la littérature, etc., quand on regarde ce que les gens disent et font de leur paysage, la plupart de ces représentations sont organisées par une représentation dominante. La deuxième approche, dit Besse, c'est de s'intéresser au paysage tel qu'il est habité par ceux qui y résident. C'est-à-dire que le paysage n'est pas qu'un spectacle, le paysage n'est pas qu'un objet de délectation esthétique, etc. Les paysages, enfin, rares sont les paysages qui ne sont pas habités. Alors bien évidemment, il peut y avoir des paysages non habités, c'est-à-dire des paysages naturels dans des réserves naturelles que l'on va simplement voir lors d'excursions, de voyages, etc. Mais la plupart des paysages sont habités. Et bien évidemment, là, le rapport de l'homme au paysage est un peu différent parce que lui
le rapport qu'il a à son paysage n'est pas simplement un rapport purement culturel. C'est aussi un rapport pratique, c'est aussi un rapport personnel, sentimental ou autre. On pourrait dire que cette approche-là de Besse est plutôt l'approche géographique, même de géographie humaine. C'est-à-dire on va s'intéresser non plus simplement aux représentations, mais aux pratiques, aux usages, à la manière dont les hommes, au fond, transforment ou emploient les paysages qui les entourent. La troisième approche, qui peut sembler liée à la seconde, mais qui est un peu différente, c'est vraiment de considérer le paysage comme un environnement matériel et même vivant en dehors même des sociétés humaines. C'est-à-dire que même dans l'archéologie, on peut parler de paysage avant l'apparition de l'homme. Hein. Par exemple, lorsqu'on essaie de décrire l'environnement, je ne sais pas, par exemple des dinosaures avant l'apparition de l'homme, ou lorsqu'on essaie de penser le paysage dans sa composition purement physique. Hein. Ce qui peut avoir, bien évidemment, qui peut nous donner des renseignements sur la matérialité de ce paysage, etc. Donc la troisième approche serait purement une approche, je dirais, quasi physique du paysage, un peu contrairement à ce que disait Berck, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de paysage physique, mais en tout cas, il peut y avoir une approche purement physique des paysages. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des expertises qui soient purement composition des sols, géologique, si l'on veut, du paysage, qui peut avoir une certaine importance, bien évidemment. Et puis, la quatrième approche, dit Besse, c'est que le paysage est toujours lié à une action. Le paysage, c'est pas simplement une représentation, c'est pas simplement un territoire habité, c'est pas simplement un environnement matériel, c'est aussi un lieu d'action, c'est-à-dire il est tout le temps transformé, que ce soit par les hommes ou par autre chose que les hommes. Par exemple, il se peut qu'un parasite introduit dans un lieu va transformer totalement le paysage. Là, le paysage est transformé non pas par des valeurs humaines, il est transformé par l'action d'un agent qui n'est pas un agent culturel, je ne sais pas, des sauterelles ou autre, ou une invasion de tel ou tel animal, qui peut transformer totalement le paysage. La géographie humaine a plein d'exemples dans l'histoire où les hommes ont introduit tel animal sur une île, qui a commencé à tout ravager le paysage, etc. Et donc le paysage a totalement été transformé par un facteur qui n'était ni historique ni humain. Donc le paysage agit, c'est-à-dire le paysage, pas simplement agit sur nous, mais il agit sur lui-même. Le paysage change, le paysage se modifie en fonction des modifications de l'environnement, du temps, de l'érosion, des animaux qui y vivent, etc., des catastrophes naturelles ou autres humaines. Donc il y a une sorte de vie autonome du paysage. Vous voyez, en fait, les deux premiers critères de Besse sont deux critères humains, représentation culturelle, territoire habité. Les deux derniers ne sont plus des critères humains, pur, au fond, environnement matériel, et le dernier critère, action du paysage sur lui-même, au sens où le paysage a une sorte de vie autonome de ce que l'homme y fait ou de ce qu'il fait à l'homme. Alors, je finis, on pourra en discuter, et puis je voudrais quand même un peu enchaîner sur la première partie que j'ai établie, c'est-à-dire de repartir quand même de l'invention historique et de voir le moment historique où le terme de paysage, c'est-à-dire, si on reprend les critères de Berck, où il y a des noms et des représentations pour dire ce qu'est le paysage. Alors, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'en Occident, finalement, les représentations littéraires précèdent d'une certaine manière les représentations picturales, puisque les représentations picturales apparaissent plutôt au XVe siècle, alors que dès le XIVe, avec Pétrarque, on a déjà une description du paysage. Alors, là aussi, comme je l'ai dit pour la peinture, bien évidemment, avant le XVe siècle, on a, à l'arrière-plan de certaines fresques, de certains tableaux, des paysages, et bien évidemment, les techniques modernes, photographiques ou numériques, peuvent isoler ces bouts de tableau et en faire des paysages. On a, je ne sais pas, dans la peinture flamande, chez Roger van der Weyden, etc., on a souvent d'ailleurs l'Annonciation ou la Vierge. Et puis à l'arrière-plan, on a une vedutta, une fenêtre, etc., avec des paysages urbains ou naturels, enfin, ou les deux. On considère que ces tableaux ne sont pas encore des paysages, puisque le centre même de la représentation n'est pas le paysage, mais est encore la scène
sacré. De même pour la littérature, avant le texte de Pétrarque, on a bien évidemment des descriptions de lieux, de sites, mais qui, quand on regarde la littérature, en tout cas en Occident gréco-latine ou même médiévale, sont très succincts. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans la littérature médiévale, dans la littérature latine, même dans des textes qui pourraient se rapprocher de ces descriptions. Pensons à l'Énéide de Virgile ou au Triste, par exemple, d'Ovide, etc. Oui, bon, il est en exil, donc il commence à décrire, parce qu'il envoie des lettres à Rome, parce qu'il avait écrit une sorte de texte érotique, ça n'avait pas plu à l'empereur, donc il a été envoyé en exil près du pont Euxin, c'est-à-dire à peu près dans la Bulgarie, Roumanie de nos jours, et puis il se désespère, il est au milieu des Thraces, avec T-H-R-A-C-E-S, et donc il se désespère, et donc il envoie des lettres à ses amis romains, où il dit, mais c'est horrible ici, etc. Mais même dans ces lettres d'Ovide, on n'a aucune description de paysage. Voilà, il parle d'une ville, il parle au bord de la mer, il parle du fleuve, etc. Mais il n'y a même pas d'adjectif pour qualifier, à part horrible, où il n'y a pas vraiment de description de paysage. Même chez Homère, quand on regarde, et pourtant on a deux textes, l'Iliade et l'Odyssée, et en particulier dans l'Odyssée, c'est quand même un texte de voyage. Il suffirait de comparer un récit de voyage contemporain à l'Odyssée. Dans un récit de voyage contemporain, on n'a que des descriptions de paysages. Prenez Nicolas Bouillet, L'usage du monde, etc., ou d'autres textes. Vous avez Elsa Maillard, etc. Vous avez des descriptions de paysages continuellement. Pas que de paysages, il y a des gens, de ce qui se passe, etc., mais aussi de paysages. Dans l'Odyssée, vous n'avez quasiment rien. Une grotte, c'est une grotte. Le rivage, c'est le rivage. Il n'y a quasiment aucune indication, ce qui fait d'ailleurs la difficulté pour les historiens et les archéologues de resituer à peu près les lieux où se sont passés les épisodes des exploits d'Ulysse, parce que voilà, parfois on y arrive, on sait que certains, c'est la baie de Naples, à 2-3 descriptions, on arrive à comprendre à peu près où ça s'est passé, mais il y a très peu de descriptions de paysages. Alors venons-en à Pétrarque, parce que c'est un texte intéressant pour différentes raisons, parce que là on a vraiment un texte assez court, c'est une lettre en fait. Moi j'ai cette édition-là, mais il y a plusieurs éditions de l'Ascension du Mont Ventoux. Donc c'est une lettre de 1338, je crois. Il y a toujours un doute sur la composition du texte, où Pétrarque écrit à son confesseur. Et on va voir que c'est un certain rôle. Et il lui décrit l'ascension qu'il a faite avec son frère du Mont Ventoux. Pétrarque est un poète italien, né à Arezzo, mais qui a plutôt vécu à Florence, et qui, comme Dante, pour des raisons politiques, puisqu'il appartenait aux Guelfes et aux Guelfes noirs d'ailleurs, a été chassé de sa ville, et comme Dante, il n'y reviendra plus jamais. Et il part en exil en Provence. Il vit dans le Vaucluse, autour d'Avignon, etc., où il fait d'ailleurs toute sa formation scolaire, puis universitaire. Il va à l'université de Montpellier, etc. Et ensuite, il devient écrivain très connu, surtout les chansons, les cancionnaires. Il écrit en italien, comme d'ailleurs ses premiers poètes. Avant, ils écrivaient en latin. Dante et Pétrarque commencent à écrire en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans leur langue natale, et pas simplement dans le latin des lettrés. Alors, dans ce texte, qui est assez intéressant, il décrit d'abord les raisons pour lesquelles il veut faire cette ascension, et ensuite, je vais montrer comment il décrit ce lieu et en quoi il y a un rapport au paysage qui naît ici et qui est absolument nouveau. Ce qui est d'abord intéressant dans ce qu'il dit, je vais en lire un petit passage, de toute façon c'est pas si long. Aujourd'hui, mu par le seul désir de voir un lieu réputé pour sa hauteur, j'ai fait l'ascension d'un mont, le plus élevé de la région, nommé non sans raison Ventoux. J'avais depuis plusieurs années le projet d'une telle excursion. En effet, comme tu le sais, donc il parle à son confesseur, Dionigi da Borgo San Sepolcro, j'avais, comme tu le sais, par ce destin qui règle la vie des hommes, il m'a été donné d'habiter ces lieux dès l'enfance, parce qu'il était en exil dès son enfance dans le Vaucluse. Et ce mont que de partout l'on peut contempler à loisir n'a pour ainsi dire pas quitté mes yeux. L'envie enfin me prit d'accomplir ce que chaque jour je me promettais,
J'avais relu la veille l'histoire romaine de Tite-Live et j'étais tombé sur le passage où Philippe de Macédoine, celui qui fit la guerre contre Rome, parvenu au sommet de l'Émus en Thessalie, aurait pu croire voir deux mers, l'Adriatique et le pont Euxin. Alors, on peut commenter ce début. Ce qui est très étonnant, c'est d'abord le désir de voir. Le désir de voir. Visiblement, ce qui étonne Pétrarque et ce qui va étonner les gens qui vont lire son texte, parce qu'il va être assez connu après, c'est que les autres n'ont pas ce désir de voir. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous laisse entendre Pétrarque, c'est que jusqu'à lui, personne n'avait vraiment le désir de faire l'ascension du Mont Ventoux pour voir. Pour voir. On peut la faire pour des raisons militaires, pour des raisons parce que les chèvres se sont perdues et donc on va essayer de récupérer ces chèvres, etc. Mais le désir de voir, au fond, n'était pas véritablement présent. Or, lui, Pétrarque, il a ce désir de voir. Et on va le voir parce qu'à la fin, il parle de Saint Augustin. Et bien évidemment, pour Saint Augustin, le désir de voir est coupable. C'est concupiscence. C'est le désir de voir. Une seule chose que le chrétien doit avoir, c'est la relation à Dieu, mais le désir de voir la nature est déjà quelque chose de païen. Mais Pétrarque, lui, il a ce désir de voir. Et il dit ça à son confesseur qui est lui, Augustin. Donc c'est déjà un peu... Il le titille un peu. Alors, on pourrait même dire qu'il y a ce que Lacan appelait un désir scopique, c'est-à-dire, au fond, une sorte d'irrépressible envie de voir, et de voir ce qui est interdit. Alors bien évidemment, chez Lacan, c'est l'interdit sexuel, désir scopique de voir, je ne sais pas moi, le sexe des parents chez l'enfant ou d'autres scènes, etc. Et qui, pour Lacan, est essentiel dans la sexualité, les sexualités n'étant pas simplement qu'une pulsion d'accomplissement, etc., mais aussi lié à ce désir de voir, et sans cesse lié à ce désir qu'il nomme scopique, donc de la pure vue. Chez Pétrarque, alors, c'est pas un désir sexuel, bien évidemment, je ne fais pas une interprétation psychanalytique de ce texte-là, mais il y a quand même un désir de voir, une libido, le désir en latin, c'est libido, un désir de voir ce que l'on voit de là-haut. Désir de voir, d'ailleurs, qui est à la fois double, c'est-à-dire que depuis toujours, il a vu ce monde, dit-il, donc comme une présence continuelle qui l'a intrigué, et en même temps, il a le désir de voir le Mont Ventoux, et on va voir, il a le désir de voir ce que l'on voit du Mont Ventoux. Donc la montagne joue un double rôle. Il veut voir cette montagne, il veut faire l'escalade de cette montagne, et en même temps, il veut voir ce que l'on voit de cette montagne, et notamment son pays, l'Italie. Il va le dire dans cette lettre, c'est qu'en montant sur le Mont Ventoux, il voit les Alpes, etc., et il voit derrière les Alpes, enfin il ne les voit pas, mais il les devine, le pays dont il est exilé. Le deuxième aspect dans cette lettre, c'est qu'il dit tout de suite après, le passage que j'ai indiqué, d'ailleurs il fait référence donc à Tite-Live, à l'histoire romaine, et là, bien évidemment, comme je l'ai indiqué, ce premier désir de paysage, c'est un désir militaire. Quand il parle de Philippe de Macédoine, etc., qui monte sur une montagne pour voir les deux mers, c'est pour faire passer ses navires. Et donc, bien évidemment, l'un des premiers rapports objectifs ou objectivants de l'homme au paysage, c'est d'abord un rapport militaire, contrôle de l'espace, pour contrôler, au fond, les déplacements des individus. Alors, bien évidemment, Pétrarque, lui, ne va pas avoir du tout ce rapport-là. Mais c'est étrange qu'il dit que la veille, avant de faire cette ascension, il a lu un texte. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même... je doute de la sincérité de Pétrarque, parce qu'à un moment donné, quand il va être au sommet, il a amené les confessions d'Augustin, il va ouvrir les confessions, il va tomber sur un passage, et je doute que ce soit le pur hasard, etc. Donc c'est quand même... il organise cette lettre pour lui donner un sens symbolique qu'elle n'aurait pas eu si elle avait été simplement écrite comme ça au fil de la plume. Donc tout de suite après avoir décrit cette référence à Tite-Live, il dit ceci: « Quant à moi, quand je cherchais parmi mes amis un compagnon de route, aussi étonnant que cela semble, je ne trouvais personne qui répondit entièrement à mon attente. » C'est-à-dire qu'en fait, personne ne voulait l'accompagner. Pourquoi personne ne voulait l'accompagner? Parce que personne n'avait ce désir de voir. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y avait une sorte ici de dédain pour ce paysage. Alors bien évidemment, c'est un paysage spectaculaire, c'est pas un paysage ordinaire. C'est, d'ailleurs il le dit dès le début, ce lieu réputé pour sa hauteur.
Donc le premier paysage, c'est d'abord la montagne, et la grandeur de la montagne, et la hauteur, et avec toute la symbolique que peut avoir cette hauteur. Mais au fond, ce lieu réputé pour sa hauteur, ça n'excitait évidemment pas le désir de ses contemporains, parce que personne ne veut l'accompagner. Pas simplement parce que c'est fatigant, mais parce que personne ne voit l'intérêt d'aller gravir cette montagne pour voir. Pour voir quoi ? Pour voir ce qui entoure. Mais là, visiblement, il n'y a pas de désir esthétique ni de symbolique. Vous voyez, la trajectivité dont parlait Berck entre... Là, il n'y a pas de trajet. Visiblement, il n'y a pas de dialogue qui s'opère. C'est-à-dire que c'est indifférent, c'est muet, il n'y a pas de résonance. Cet environnement semble ne pas résonner avec le désir des hommes. Ils sont dans cet environnement, ils le transforment, ils y vivent, ils y font paître des chèvres, etc. Peut-être qu'ils vont prélever du bois, enfin le Mont Ventoux c'est assez pelé, mais enfin plutôt vers Banon, comme ça, enfin ce qui entoure, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas ce désir. Donc il y a un dédain. Et en fait, le seul qui veut bien le suivre, c'est son jeune frère. Son jeune frère. Et Pétrarque présente ça comme un projet. Il dit à plusieurs reprises dans sa lettre, et ainsi, exigeant et désireux d'une honnête distraction sans s'offenser en rien l'amitié, je regardais autour de moi, pesant le pour et le contre, écartant secrètement tout ce qui me paraissait susceptible d'entraver mon projet, etc. Donc il avait ce projet, et celui qui le suit, c'est donc son jeune frère, dont je ne me rappelle plus le prénom, enfin Pétrarque c'est François, mais comment il s'appelait, André, je crois, ou non, peu importe. Alors ensuite, quand il commence, il y a un terme qui revient aussi dans ce désir de voir, c'est le terme de spectaculum, spectacle. C'est-à-dire que, on peut dire la motivation, comme on dirait de nos jours, de Pétrarque. Bon, lui, il n'est pas dans un rapport, enfin, il fait pas du running, vous savez, ses courses, etc. Il ne monte pas le Mont Ventoux en se chronométrant c'est pas une performance sportive. C'est pas pour des raisons militaires. Il veut voir, et qu'est-ce qu'il veut voir ? Il veut voir le spectaculum. C'est-à-dire le spectacle. C'est-à-dire ce qu'il y a à voir. Le spectacle au sens de ce qui est devant soi, qui, au fond, va susciter une forme de jouissance, de plaisir. Donc, ça, on peut dire que son ambition est d'emblée esthétique au départ. Elle veut, le terme de spectaculum revient 3 fois, il veut voir le monde. Il veut voir le monde. Et il veut voir le monde autrement qu'en bas. Il veut le voir d'en haut. Il veut changer de perspective. Et il veut le voir, alors sans doute aussi mieux que les autres, parce qu'il va voir plus de choses, étant donné qu'il est en haut de ce monde, donc il va voir une vision sans doute à 360 degrés sur ce qui l'entoure, et même au-delà, parce que lorsqu'il commence, alors il décrit cette ascension avec son frère, il décrit les difficultés, l'amoncellement des rochers, fortement escarpés, etc. Donc il y a vraiment une description littéraire. Et d'ailleurs, certains ont recomposé le parcours de Pétrarque à partir de quelques indications. Donc, je ne m'en rappelle plus la personne, mais j'ai vu sur Internet, il y a quelqu'un qui donne une carte, donc vous pouvez la télécharger et essayer de refaire l'ascension du Mont Ventoux en suivant à peu près le parcours que Pétrarque a fait. À mi-pente du sommet, il rencontre un berger. Un vieux berger qui, dit-il, tenta de 1000 manières de nous dissuader de monter, nous racontant que lui aussi, 50 ans auparavant, poussé par la même ardeur juvénile, il avait fait l'ascension jusqu'au sommet. Alors, ardeur juvénile, à l'époque, Pétrarque a 33 ans, il n'est pas si jeune, etc., mais bon, son frère est plus jeune. Donc il avait fait l'ascension jusqu'au sommet et qu'il n'en avait rapporté que larmes et sueur, le corps et les vêtements déchirés par les pierres et les ronces, qu'il n'avait jamais entendu dire que d'autres, avant ou après lui, eussent tenté pareille expédition. Donc il rencontre un berger qui, en gros, les dissuade de monter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est, il n'y a que de la souffrance, là, si ce n'est que de la peine physique, des larmes et de la sueur. C'est presque Churchill avant l'heure. Le corps et les vêtements déchirés par les pierres et les ronces. Et ce berger lui dit que lui, ça fait depuis 50 ans qu'il n'y est pas monté et que, d'après lui, même avant lui et même après lui, depuis, personne n'est monté. Ça veut dire qu'il y a bien un désintérêt total de tous les gens qui vivent autour du Mont Ventoux. Personne n'a ce désir de voir. Seul Pétrarque a ce désir de voir. Alors, pour autant, je regarde un peu l'heure. Oui, j'ai presque fini. Pour autant, Pétrarque continue son ascension, ne se laisse pas dissuader.
trouve, alors je vous passe les péripéties, découragement, etc., l'adhérer, de me diriger directement vers le haut, quand épuisé, haletant, j'ai réussi à rejoindre mon frère, etc. Il arrive quand même au sommet. Ce sommet est, alors là aussi, effet sans doute littéraire. Il arrive au sommet dans le brouillard. Donc, un peu de déception parce qu'il ne voit rien. Et bien évidemment, patatras, le brouillard se dissipe. Et le spectaculum, comme une sorte de théâtre, les rideaux s'ouvrent. Et donc, le spectaculum se produit. Et enfin, il dit, au fond, pourquoi ce spectacle l'émeut autant, pourquoi il l'a recherché, pourquoi il l'a désiré au prix de peine, etc., de cette errance et de cette fatigue, pour différentes raisons. Une raison, alors esthétique, désir de voir, une raison si symbolique, vous voyez toujours les critères de Berck, c'est que pour des raisons, je dirais, symboliques, même païennes, mythiques, les dieux habitent dans les hauteurs. Donc aller vers la hauteur, c'est d'une certaine manière être plus près des dieux, et plus près du bonheur des dieux. Pétrarque dit « La vie que nous appelons heureuse occupe les hauteurs, et comme dit le proverbe, étroite est la route qui y mène. » Donc la montée vers la hauteur est une forme d'ascension spirituelle, se rapprochant des dieux, et au fond, là, on a vraiment une sorte de sacralisation. On n'est plus simplement dans une relation esthétique, mais au fond, on est dans une démarche spirituelle. Ça, c'est le premier argument qu'il donne. Ensuite, il dit ceci, donc il arrive au sommet, et il y a un sommet, le plus haut de tous que les montagnards nomment l'enfant, et il arrive à ce sommet, et il dit ceci. Au début, surpris par cet air étrangement léger, par ce spectacle grandiose, toujours le spectaculum, je suis resté comme frappé de stupeur. Je regarde derrière moi, les nuages sont sous mes pieds, je commence à croire à la réalité de l'Athos et de l'Olympe, ces dieux mythiques des dieux antiques, en voyant de mes yeux, sur un mont moins fameux, tout ce que j'ai lu et entendu à son sujet. Et là, troisième raison, première raison esthétique, spectacle grandiose. Deuxième raison, l'air symbolique, se rapprocher symboliquement de l'Athos et de l'Olympe, d'être ce bonheur des hauteurs. Parce que la réputation des hauteurs, c'est pas, on monte pas, enfin, c'est pas un escaladeur, donc il ne s'agit pas de gravir le Mont Ventoux comme on gravit l'Everest pour être le premier, etc. Lui, il le gravit à la fois pour des raisons esthétiques et aussi pour des raisons symboliques, parce que c'est là où les dieux habitent, d'une certaine manière. Et puis, troisième raison, je tourne mon regard vers les régions italiennes où me porte particulièrement mon cœur, et voici les Alpes immobiles et couronnées de neige, etc. Le farouche ennemi du nom de Rome les traversait en arrosant la pierre de vinaigre, etc. Bon, là, il parle de son exil. J'ai pleuré ce ciel d'Italie que voyait mon âme et que cherchaient mes yeux, etc. Donc, troisième raison, aussi une raison nostalgique. C'est-à-dire que là, au fond, le paysage devient un paysage mémoriel, puisqu'il voit du Mont Ventoux, au-delà des Alpes, au fond, ce paysage personnel perdu qui est celui de l'Italie. Et puis, il y a un quatrième moment qui est important, et je finirai là-dessus, dans cette excursion, c'est que lorsqu'il prend, alors il reste un certain temps avec son frère, il regarde aussi la plaine du Rhône, donc le Rhône lui-même était sous nos yeux, etc. Et il dit ceci, comme je prenais plaisir à détailler ce spectacle, quatrième occurrence du terme, spectaculum, plaisir du spectacle, désir de voir, etc., tantôt songeant aux choses terrestres, tantôt comme je l'avais fait avec mon corps, élevant mon âme vers les sommets, je crus bon de jeter un regard sur les confessions d'Augustin. Présent de ton amitié, c'est-à-dire son confesseur, Dionygie, livre qu'en souvenir de son auteur et de celui qui m'a offert, je porte toujours avec moi, volume minuscule, source de douceur infinie. Enfin, minuscule, mais 10 livres, c'est pas si minuscule que ça, les confessions. Je l'ouvre pour lire ce qui me tombera sous les yeux. Un hasard un peu provoqué, on va dire.
La page que je rencontrerai ne peut être que pieuse et dévote. C'était le livre 10. Mon frère qui attendait que sorte de ma bouche une parole d'Augustin était tout oui. Je le prends avec Dieu à témoin que dès que je fixai mes yeux, je lus, alors je doute de la sincérité, et les hommes vont admirer, alors donc c'est Saint-Augustin, et les hommes vont admirer les cimes des monts, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, le circuit de l'océan et le mouvement des arbres, et ils s'oublient eux-mêmes. Alors cette citation d'Augustin, en fait, va finir l'Ascension sur une toute autre tonalité. Comment Pétrarque interprète cette citation ? Alors il dit, je restais interdit. Alors de même qu'il y a une stupeur face au paysage, il y a une stupeur face à la phrase d'Augustin. Je restais interdit, je le confesse, et après avoir prié mon frère qui voulait que je poursuive ma lecture de ne pas me déranger, je fermai le livre, furieux de l'admiration que j'éprouvais encore pour les choses terrestres, quand j'aurais dû depuis longtemps apprendre des philosophes païens eux-mêmes qu'il n'est rien d'admirable en dehors de l'âme, qu'il n'est rien de grand en dehors de sa grandeur. Donc en fait, la conclusion de l'Ascension, c'est qu'en lisant la phrase d'Augustin, il se culpabilise de son désir païen d'avoir voulu voir le monde, d'avoir voulu rejoindre les dieux païens, des mythologies grecques, etc., et d'avoir oublié que plus important que la grandeur du monde est la grandeur de l'âme, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. Parce que bien évidemment, pour Augustin, ce qui est en nous, ce qui est le plus intime en nous, c'est en Dieu. Plus intime que ce qui m'intime, etc., Dieu. Donc au fond, toute la dernière tonalité, c'est à la fois une découverte du paysage et une condamnation du paysage. C'est-à-dire qu'en fait, Pétrarque monte, fait l'ascension, pour ce désir de voir, le spectaculaire. Il n'écoute pas ceux qui lui disent de renoncer, ses amis qui ne veulent pas le suivre, le berger qu'il rencontre. Il arrive en haut. En haut, il est à la fois comblé esthétiquement, spectacle grandiose. Il y a une symbolique païenne, le mont Athos, le mont Olympe, puis une symbolique personnelle, paysage nostalgique, et puis tout d'un coup, comme une sorte de concession, comme si ce qu'il disait ne pouvait pas être entendu par son époque, il fait une concession à son confesseur, augustinien, où il lui dit, au fond, ce désir de voir était un désir coupable, parce que j'admirais les choses terrestres, furieux de l'admiration que j'éprouvais encore pour les choses terrestres, spectacle qui m'environnait, le paysage, alors au fond, qu'il n'y a qu'une seule chose qui est admirable, c'est l'âme infinie et Dieu en moi, si on paraphrase Augustin. Donc ce qui est tout à fait frappant dans la lettre, et d'ailleurs ensuite, toute la fin de la lettre est dans la même tonalité. Que de fois j'ai tourné mes regards vers la cime des monts, et pourtant sa hauteur me paraît bien petite en comparaison de celle où peut prétendre la pensée humaine, si elle ne s'enfonce pas dans la fange des turpitudes de ce monde. Et il me vient aussi la pensée, presque à chaque pas, si je n'ai pas hésité à dépenser tant de fatigue, de sueur pour rapprocher mon corps rien que peu du ciel, quelle croix, quelle prison, quel tourment pourrait effrayer l'âme dans sa marche vers Dieu, etc. Donc en fait, Pétrarque fait une sorte de parallèle. D'un côté, il y a le désir de voir le paysage terrestre, de voir le monde. Ce désir-là, au fond, est païen, est coupable, parce qu'il nous détourne, au fond, de l'admiration de Dieu. Au fond, le plaisir du paysage est quelque chose qui est condamnable du point de vue de la relation à Dieu, puisqu'il laisse croire que la grandeur du monde est admirable, alors qu'en fait, la seule grandeur admirable, c'est celle de l'esprit et de la divinité. Donc le texte est très étonnant, parce que c'est à la fois la naissance du goût occidental pour le paysage, ce désir de voir, ce paysage grandiose, etc., la réputation du paysage, ce n'est pas un paysage, on pourrait dire, anodin, et en même temps, au moment même où il découvre ce plaisir nouveau du paysage, il le condamne, il le répudie, en considérant que ce plaisir que l'homme prend au paysage est un plaisir païen. Elle foule les orgueilleux sommets de la témérité humaine. Donc il y a une sorte d'orgueil à vouloir téméraire, à vouloir aller sur les sommets du monde, alors que le seul sommet se trouve en nous, et ce seul sommet, c'est Dieu.
Alors, est-ce véritablement ce que pense Pétrarque? Est-ce une simple concession stratégique à son confesseur augustinien pour à la fois dire j'ai pris du plaisir, mais à la fin je répudie ce plaisir? Il y a toujours des stratégies d'écriture où on peut, d'une certaine manière, donner des gages au fond, aux censeurs religieux que l'on... vous savez, par exemple, il y avait l'évêque Camus au XVIIe siècle, il écrivait des histoires horribles de meurtres, etc., d'inceste, et puis à la fin, on voyait bien que c'était un évêque, il prenait un plaisir très grand à décrire ses turpitudes, et vraiment des choses très violentes et sexuellement très explicites. Et à la fin, il disait, bien sûr, je décris toutes ces scènes pour détourner les âmes et pour... Et alors, bien évidemment, il y a une certaine forme d'ambiguïté, voire d'hypocrisie. On peut se demander ici si Pétrarque lui-même n'est pas ambigu, c'est-à-dire à la fois décrire tout ce plaisir physique, spirituel, esthétique, symbolique qu'il trouve dans le paysage, dans la grandeur des montagnes, etc. Et puis à la fin, il le condamne, mais est-ce pour la forme, est-ce simplement pour donner des gages à son confesseur, ou est-ce qu'il est véritablement sincère? Ça, je ne le sais pas. Je vous remercie, j'étais un peu long, mais bon, on a encore un peu de temps pour la discussion.